Bonjour Daniel L, vous avez publié votre premier roman aux éditions de l'Amandier dont le titre est Le Radin. Alors on peut commencer par justement ce titre. Pourquoi Le Radin? C'est un titre qui s'est imposé comme le personnage s'est imposé, c'est-à-dire un jour je me suis installée, je devais sortir, je me suis installée devant l'ordinateur et le personnage est arrivé. C'est-à-dire que j'ai écrit le texte exactement comme il est écrit, je n'ai rien changé. Et le personnage, c'était un personnage en quête d'auteur et il est arrivé avec tout son caractère. C'était un avare. Un avare peut-être un avare vertueux peut-être au départ, qui est devenu à cause des coups du sort, du destin, un radin obsessionnel. Le personnage s'est imposé, donc j'avais qu'à me concentrer pour être dans mon couloir de vol à 11 000 mètres pour le laisser s'exprimer. Et c'est un avare qui est obsédé tous les instants par l'argent, par cette monomanie de ne pas dépenser et de continuer d'anticiper, parce qu'il a une sorte de génie pour anticiper sur la bulle immobilière en 2000, sur acheter son or avant tout le monde quand il est au plus bas. Enfin, il augmente son capital sans arrêt. Et il est persuadé que c'est un art de vivre et qu'il est particulièrement astucieux. Alors c'est quoi sa marge de liberté? Pour lui, le plaisir, c'est d'avoir le pouvoir, d'avoir de l'argent. Et en plus, il pense qu'il contrôle tout, que le futur sera assuré, parce qu'il a tout contrôlé. Il est dans l'illusion de contrôler, dans la réalité, il est dans une famille chaotique. Il ne contrôle rien. Non, il n'est pas dans une famille chaotique. Au départ, tout fonctionne bien quand ils sont en Côte d'Ivoire et qu'il a une bonne situation, mais il est expulsé de Côte d'Ivoire en 2004 et après il vit une réinsertion impossible. Donc quand il perd sa situation, effectivement, il se radicalise totalement. Il vit 2 coups durs consécutifs, il se sent impuissant et il souffre, il somatise et il se radicalise. À partir du moment où il se radicalise, sa femme et sa fille ont à pâtir de toutes ces privations, de toutes ces frustrations. Donc sa femme développe un mode de pensée différent, c'est-à-dire je voudrais avoir suffisamment d'argent pour vivre pleinement ma vie sans avoir à me préoccuper d'argent. Donc c'est un mode de pensée tout à fait à l'opposé du sien. Alors quel est le rapport de Aubert avec l'argent? Pour lui, c'est un rapport obsessionnel, c'est un monomaniaque. L'argent n'est pas un moyen, c'est une finalité. Tandis qu'au fur et à mesure que ce personnage s'est imposé, les autres personnages en quête d'auteur aussi sont arrivés avec des options différentes sur la façon de vivre, la façon d'envisager l'argent. Donc par exemple, sa femme a une option quasiment à l'opposé. Elle va rencontrer un homme qui est un épicurien, avec qui ils vont vivre des parenthèses de week-end où le temps est suspendu en dehors du temps. Et puis où il y a beaucoup de sensualité, d'érotisme, et puis une joie de vivre qui n'existe pas avec l'avare. Et donc en écrivant Aubert, est-ce que il y avait une implication personnelle sur ton rapport à l'argent? Sur le coup, je me demandais bien pourquoi j'écrivais sur un avare, parce que c'est quelque chose qui ne m'attirait pas spécialement, au contraire. Et puis je me suis rendu compte justement quelle était ma position par rapport à l'argent, puisque j'étais persuadée de ne pas m'occuper d'argent, et que tous autant qu'on on est motivé par ça. Et donc par exemple, sa fille développe une possibilité différente, c'est-à-dire qu'elle sublime dans la lecture, dans la nature. Et puis il y a aussi un ami de Aubert qui lui crache sur le capital, l'argent milliardaire, etc.
Alors, en quoi ce personnage est révélateur de notre société en 2015 ? Il lui arrive toutes sortes de coups durs, et ces coups durs sont bien de notre époque. D'abord parce que il se fait évacuer de Côte d'Ivoire en 2004 avec 8000 Français, alors il vit là-bas depuis peut-être 20 ans, et qu'il a une très bonne vie. Il est dirigeant d'un grand bureau d'études, et lorsqu'il est en France en réinsertion, il devient subalterne. On le met dans un placard à balai et il vit vraiment une maltraitance au travail. Il est vraiment le bouc émissaire, désigné comme bouc émissaire, et il n'aura pas d'autre solution que de partir sans indemnité un an après. Donc lorsqu'il revient s'installer dans la maison familiale, il se radicalise totalement. Disons que d'abord, c'était un avare vertueux, et il devient un radin vraiment monomaniaque, obsessionnel. Mais ça ne s'arrête pas là, il a des coups durs, les coups durs s'enchaînent, et il a hérité de son père un terrain de 3 hectares dans une commune cossue qui touche une grande ville, donc le terrain est à 300 € du mètre carré, il peut en attendre 9 millions tout de même. Eh bien, la mairie lui envoie un acte de préemption, et pour l'indemniser sur 1 € du mètre carré. Je souhaite rencontrer l'amour, réussir dans la vie et être heureux. Alors, est-ce que le roman, d'une manière générale, et ce personnage Aubert, ne révèle pas aussi une crise de l'État, de l'autorité et de la République en général ? Pas à ce stade du roman. Quand il s'agit du conseil municipal qui envoie un acte de préemption sur le terrain, il ne fait que reproduire un modèle qui se passe depuis la Révolution française. On voit que, par exemple, le Grandet, la barre de Balzac, déjà s'était enrichi et avait acheté pour une bouchée de pain des propriétés qui appartenaient aux religieux, aux religieuses ou des châteaux. Et c'est exactement, les mairies reproduisent depuis 200 ans les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on pose un acte de préemption sur un château, sur un terrain, et la personne qui était en droit d'en attendre 9 millions doit se contenter de 30 000 € en l'occurrence. Et puis personne ne se scandalise. Tout le monde trouve ça normal. Voilà, ça c'est normal. Par contre, ce qui se passera après, plus tard, il a un immeuble de rendement de 10 appartements, et cet immeuble de rendement est complètement occupé par un trafic de stupéfiants. Et là, il est une fois de plus, il se retrouve complètement impuissant. Il est complètement impuissant parce que quand il téléphone à la police, on lui dit d'envoyer un courrier aux stupéfiants. Quand on lui dit, il téléphone au syndic, on lui dit d'envoyer un courrier, c'est-à-dire une façon de ne pas lui répondre. Il se trouve complètement impuissant. Donc il doit se battre par ses propres moyens, et là on voit qu'au niveau de l'État, il y a une façon de nier ce problème-là. Les fenêtres de l'église sont menues et rares, bien que des rayons de soleil projettent à travers les vitraux le spectre de la lumière sur une des célébrantes. Richard Strauss envahit l'espace au moment où Vera traverse l'allée centrale. « Votre fille a choisi Richard Strauss », murmure l'une des 2 femmes chargées de la cérémonie. Portée par les premiers mouvements, Vera vient la saluer d'un pas raide. Mais à mesure qu'elle est absorbée par les sons, son corps se met peu à peu à trembler. Pourquoi Anaïs a-t-elle choisi cette musique qui va nous submerger dans des flots d'émotions ? Aubert n'aimait pas la musique, aucune. Il n'a jamais chanté. N'aimait pas le jazz, cette musique de nègre, n'aimait pas les chants religieux, chants de curé, n'aimait pas la fanfare, trop de couac, ni la musique symphonique, casse-couille. Ni la musique de chambre, trop de crin-crin, n'aimait pas les chanteurs français, pleurnichards, n'aimait pas les chanteurs étrangers, comprend pas ce qu'ils chantent, n'aimait pas. Vera contemple la perfection sobre du romain roman qui contrebalance la magnificence des sculptures baroques dorées à leur fin, patinées. La 2e femme chargée de la cérémonie donne l'impression d'une compassion sereine.
à l'identique de la première. Elle porte également un béret blanc, avec un pull à col roulé, sous une veste marron. Elles sont seules, dans le baptistère du XIe siècle, aux doubles rangées de colonnades, aux chapiteaux ornés de palmes façon Égypte, porteurs de fruits, donc d'avenir dans une autre vie.